Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Mon compère de co-animation de cet épisode est toujours avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et aujourd'hui, nous recevons Johan Durand. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Je vois que la lumière transperce à travers les fenêtres de chez toi. Je pense que tu profites du beau temps un petit peu comme tout le monde en ce moment. Ouais, on en profite, mais surtout, c'est assez redoutable, hein, les premières chaleurs. Moi, j'arrive de Font-Romeu. J'ai passé 6 semaines en stage en altitude, donc dans les Pyrénées à Font-Romeu. Et la redescente en plaine a plutôt été un petit peu rude. À Font-Romeu, j'avais des 10-15 degrés maximum. Et là, devoir courir à 30 degrés, c'est pas évident. C'est vraiment la fournaise en ce moment là. Les jours qui viennent de se passer, et ce qu'ils annoncent encore une petite semaine comme ça, donc faut s'habituer, hein. Les premières chaleurs sont délicates, donc il faut un peu adapter les entraînements, quoi. C'est vrai que pour la plupart des gens, effectivement, les petites vagues de chaleur comme ça au mois de mai, ça fait plaisir, mais c'est vrai que quand tu fais de la course à pied et que tu spécialises vraiment là-dedans, ça devient autre chose, quoi. Ouais, surtout sur le long. Je pense que pour le court, c'est moins problématique, mais pour les efforts un peu longs, c'est vite. Il faut s'y habituer, hein. C'est au mois d'août, on a l'habitude, mais les premières chaleurs comme ça au mois de mai, c'est un peu plus délicat. Donc, je pense à s'hydrater, avoir sa bouteille, y aller le matin tôt ou plutôt le soir. Donc, faut un peu adapter, ouais. C'est clair. C'est vrai que c'est un truc, on n'y fait pas forcément attention, mais en soi, en été, il faut quand même, dès que les chaleurs remontent, les températures remontent, pardon, faut commencer à s'hydrater davantage. Et c'est vrai que c'est pas toujours un truc systématique, quoi. Ouais, c'est important, ouais, parce que on sait qu'on se déshydrate, et déshydratation égale tendinite, blessure, les choses comme ça. Donc faut être vigilant. Et puis bien boire, hein. Et ouais, comme je le disais, éviter les insolations, éviter de courir dans les centres-villes un peu fermés, privilégier plutôt les bois, les forêts, les choses comme ça, ou le long des rivières ou des cours d'eau pour avoir un peu de frais. Et puis après, il y a des trucs bêtes, hein, mais mettre une casquette, éviter de porter du noir, ça c'est des petits trucs aussi qui aident à surmonter la chaleur, ouais. C'est clair. Je me demande même s'il n'y a pas, tu vois, une augmentation du taux de blessure dans cette période-ci, tu vois, vers le mois de mai, quand il commence justement à avoir un peu plus de chaleur et que les gens justement s'hydratent moins. Ouais, c'est possible. Parce que comme tu le disais, effectivement, ouais, ça peut impacter, même la tendinite. C'est des trucs qui, voilà. Je sais que moi personnellement, quand je pense un petit peu à ça, effectivement, à chaque fois, c'était au mois de mai. Ouais, voilà, il y a peut-être un truc. Enfin bref, mais c'était une belle entrée en matière du coup, puisqu'on va parler course à pied évidemment avec toi, Johan. Mais il y en a probablement qui te connaissent déjà, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Johan Durand, j'ai 36 ans, je suis aujourd'hui marathonien, membre de l'équipe de France. J'ai un record à 2h09-21 que j'ai fait lors du marathon de Paris 2021. Là je suis en préparation pour les championnats d'Europe de marathon à Munich le 15 août. Voilà, et donc moi j'ai un passé de pistard, je viens de la piste, je viens du 1500, j'avais été vice-champion d'Europe espoir du 1500 mètres, j'ai fait du 5000, j'ai été champion de France du 5000 mètres, quatrième au championnat d'Europe sur 5000 mètres également, un peu de cross aussi l'hiver comme tout bon demi-fondeur, voire même triathlète, hein. Pareil, cross. Et donc aujourd'hui, plus spécialiste du long. Et je suis venu pour parler un peu de mon passif. Je suis venu un peu à la course à pied par hasard. Moi, je viens du foot. J'ai commencé par le foot jusqu'à l'âge de 15 ans, et en faisant les cross UNSS, j'ai vu que j'avais des capacités pour la course, et tout de suite j'ai été repéré par mon prof de sport qui m'a ensuite amené dans un club d'athlètes, puis un premier entraîneur. Et puis voilà, la progression un peu classique, mais un peu sur le tard, hein. J'ai pas fait d'école d'athlète, j'ai démarré direct en cadet deuxième année. Donc voilà, et j'ai la chance de pouvoir vivre de mon sport depuis d'être professionnel entre guillemets depuis 2009, depuis 12 ans. Donc
Voilà, aujourd'hui, je suis plus sur la fin de carrière que le début, mais plein de bons souvenirs et puis plein d'ambitions à venir avec les Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est le rêve de tout coureur, quoi. Génial. T'as dit tout à l'heure professionnel entre guillemets. Pourquoi tu disais entre guillemets? Non, si, professionnel. Oui, non, je suis professionnel depuis 2009 parce que voilà, j'ai un contrat avec l'armée. J'appartiens au bataillon de Joinville. D'ailleurs, j'étais avec Pierre Lecor et Dorian Coninx. On a le même statut de sportif de haut niveau détaché par l'armée pour pouvoir nous entraîner. En contrepartie, on se doit de représenter l'armée dans des compétitions militaires et de parler de ce statut-là. Donc non, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer ce statut-là de sportif de haut niveau au sein du ministère de la Défense. Et du coup, ça me permet d'être à temps plein, athlète à temps plein, ouais. Ouais, ce qui est assez sympa. Enfin, je produis un autre podcast qui est un peu en pause là, en ce moment, mais qui s'appelle pas devenir triathlète, mais qui s'appelle Dans les vestiaires. Et justement, je m'attelle à savoir un petit peu comment est-ce que les sportifs de haut niveau financent leur carrière. Et c'est vrai que l'armée, en tout cas en France, ça peut aider, surtout depuis la réforme de 2012 où, si je ne m'abuse, maintenant vous avez le droit de cotiser pour la retraite en tant que sportif de haut niveau. Ouais, alors dans les sports individuels, c'est quand même assez compliqué, mais voilà, c'est grâce à des partenariats là qui existent entre le ministère des Sports et le ministère de la Défense, ou le ministère de la Défense via son système ils appellent ça l'armée de champions, à des postes comme ça, une centaine de postes qui sont faits pour des athlètes dans des sports un peu dans des sports olympiques, mais des sports plus mineurs, hein. On n'est pas dans des sports co, on est dans des sports comme la course, le triathlon, je le disais, mais il y avait des escrimeurs, des lutteurs, des boxeurs, de la voile, le tir, enfin plein de sports un peu comme ça qui sont un peu marginaux par rapport aux gros sports co. Et donc du coup, on a besoin de ce soutien-là parce que voilà, on n'a pas toujours le soutien on a le soutien de son club ou de sa collectivité, mais voilà, après avoir le soutien des entreprises, essayer de démarcher pour avoir des sponsors et tout ça, c'est parfois délicat. Donc c'était très important que l'armée aide ses sportifs de haut niveau, surtout dans l'optique de préparer les grands championnats et les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'un tiers des médailles de Rio avaient été ramenées par des sportifs appartenant au ministère de la Défense. C'était des postes comme le mien. Mais donc oui, effectivement, tu disais l'armée, c'est un des plus gros employeurs finalement dans les athlètes de haut niveau. C'est le cas en France. Je sais que c'est le cas en Belgique aussi. Hein. On a eu Frédéric Van Lierde, par exemple, sur le podcast l'année passée, qui pareil, en fait, travaillait pour l'armée. Il y a beaucoup d'athlètes en Belgique où c'est le cas aussi. Ouais. Non, mais dans plein de pays, voilà, c'est un peu, c'est l'État en gros qui aide ces sportifs et ils passent via le ministère de la Défense pour les aider. Après, il y avait des entreprises privées qui l'ont fait pendant quelques années. Je pense à la RATP, la SNCF, ou même EDF à un moment donné avait des athlètes, aider des athlètes comme ça. Ça se fait un peu moins aujourd'hui, ouais. Ok. Tu t'as fait un petit peu de triathlon toi pour le fun comme ça ou bien jamais parce que tu prends pas de risque justement Non, ma vraie problématique pour le triathlon, c'est la natation. C'est-à-dire que je suis vraiment un piètre nageur et du coup, ça m'a jamais attiré. Autant le duathlon, je pense que je pourrais pas être mauvais parce que j'ai roulé pas mal quand j'étais jeune. Je roule moins aujourd'hui parce que je roule que quand je suis blessé. Donc du coup, j'aime moins ça. C'est-à-dire que j'ai un peu dans mon esprit associé le fait d'aller faire du vélo au fait que je sois blessé. Et du coup, je prends moins de plaisir. Mais non, ouais, le vrai problème pour moi, le tri, c'est la natation, quoi. Hein. Je sais nager, hein, mais je nage très mal, donc ça m'intéresse pas, ouais. Tu sais qu'il y en a qui nageaient pas forcément super bien et qui pourtant ont performé. Je pense notamment à Jalabert pour reprendre une image nationale française. Ouais. Je me souviens que son premier Ironman d'Hawaï, il est déçu parce qu'il fait que le deuxième temps vélo, mais il est sorti dernier de l'eau aussi. Donc il a remonté 1500 mecs. Ouais, là c'est pareil. Je pense que sur le marathon, je ferai certainement l'un des meilleurs chronos, mais la natation, je pense que je sortirai dernier aussi. Hein. Donc et c'est un équilibre à trouver. Hein. C'est clair. Et tu disais que tu étais presque en fin de carrière. Excuse-moi Olivier, je te coupe la parole, mais tu disais que
t'étais presque en fin de carrière. Est-ce que ça veut dire que t'es presque en fin de carrière vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis du sport? Est-ce que tu penses déjà à ta reconversion aussi bien dans le civil, dans la vie non sportive que dans la vie sportive? Ouais, alors mon contrat avec l'armée s'est arrêté l'année dernière, donc je suis plus du tout sportif au niveau de la défense. Mais je parlais de fin de carrière parce que j'arrive à un certain âge où à 36, 37 ans, c'est un peu plus délicat de se projeter avec les blessures, les choses comme ça sur des nouveaux objectifs. Donc je prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui, je me focalise jusqu'au jeu de 2024 et puis après je verrai. J'ai peut-être la tentation de monter sur un sport qui est complètement différent du mien, c'est le trail. Ça fait partie de l'athlétisme, mais c'est un sport c'est pas du tout le même effort en gros, mais c'est quelque chose qui m'attire avec ce côté course nature, de plus avoir la prise de tête du chrono, de ces allures un peu hyper régulières et tout, mais de courir un peu aux sensations. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait m'attirer après ma carrière de marathonien, ouais. Et puis le trail, finalement, on a souvent l'habitude de dire que c'est 3 sports. Hein. T'as la montée, t'as la course et la descente. C'est surtout ça, ouais. C'est un autre sport. Hein. Faut apprendre à descendre, faut avoir des grosses cuisses, faut être capable d'encaisser les côtes, les descentes, le ravitaillement, des efforts un peu longs, complètement différents. Alors que nous, sur la route, c'est vraiment la monotonie, courir à 19,6 km/h pendant 42 km en essayant d'être le plus régulier possible. C'est un peu ça l'effort du marathon et c'est complètement l'inverse du trail. Donc je sais que le jour où je basculerai, je pourrai plus faire machine arrière. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord envie de performer sur le marathon et d'être le plus performant possible. Mais pour revenir sur le volet du duathlon, c'est pas impossible aussi que ça me botte de tenter aussi un ou deux duathlons pour voir un peu qu'est-ce que je peux faire et voir un peu le côté délire du truc entre le vélo et la course, quoi. C'est pas les options qui manqueront en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Après ça sera le sport plaisir, hein. On le disait tout à l'heure, je pense qu'on est tous accros au sport. Moi, j'ai eu la chance d'en faire mon métier pendant plusieurs années et j'ai encore la chance de vivre de ma passion. Mais, après, il faudra trouver d'autres façons ludiques de pratiquer, de pratiquer quelque chose qui nous plaît et peut-être que ça sera en allant, c'est vers des sports comme le comme le trail, peut-être le tri si, la piscine me donne envie, mais ça, c'est pareil, hein. C'est un sport pour moi c'est l'un des sports les plus durs, hein, la natation. Quand je vois les mecs compter les carreaux là et faire des allers-retours comme des poissons dans l'eau là, je suis effaré par ce qu'ils font, hein. Le meilleur moyen, c'est peut-être qu'un mec te pousse dans l'eau au milieu d'un lac et puis et que en je sois revenant, obligé de rentrer. tu vas prendre du plaisir. C'est ça. Ouais, attends, parce que tu nous disais quand même là à l'instant, en fait un marathon c'est facile, c'est 19,6 de moyenne pendant 42 km. Pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, non. Non, mais voilà, c'est ça, c'est dans la préparation, dans les choses comme ça, c'est des entraînements qui sont assez répétitifs, avec des allures marathon et tout ça pour engranger un maximum d'allures marathon, donc vraiment courir sur ces zones de fréquence cardiaque, c'est hyper calibré, hyper temporisé, hyper métronome. Et c'est vrai que je pense qu'à l'après-carrière, j'aurais presque envie de lâcher la montre, le cardio et tout ça et de courir dans la nature et c'est plus j'ai l'impression que c'est plus dans l'esprit trail, ces choses-là que sur la route, ouais. Complètement. Et justement, sur la route, tu dis que tu retardes un petit peu le moment où tu vas passer au trail parce que tu pourras plus faire machine arrière. Avant, justement, de passer au trail, est-ce que t'as pas des visées sur des distances plus longues, mais sur route? Alors, je pense aux 100 km, je pense même au-delà, mais toujours sur route. Non, ça m'attire pas trop. Déjà, quand je faisais du 5000, je me disais, putain, un jour, je serai marathonien parce que mon coach me l'avait toujours dit et que c'est vrai que c'est une distance mythique et que ça m'attirait un petit peu, mais ça me faisait déjà un peu peur. Alors, 100 bornes, non. Ça, je laisse ça à d'autres, ouais. Là, l'avantage, c'est que pour toi, 42 bornes en 2h10, c'est plié, donc ça va vite quand même. Ouais, 100 bornes, les meilleurs, ils mettent 6 heures, 6 heures et quelques. Je pense que j'aurai les capacités pour le faire, mais après, c'est l'entraînement qu'il faut, c'est cette fatigue, cette contrainte musculaire, cette fatigue là de courir sur la route et tout, que je pense que en fait j'ai fait 15 ans de piste l'été, avec les compétitions, le 1500, le 5000 et tout, et arrivé à 30 ans, j'ai eu un peu la lassitude de cet effort là, de cet entraînement là.
Et je pense que ça sera pareil après une dizaine d'années sur la route à manger du marathon et faire toujours la même chose. Au bout d'un moment, on se lasse, le corps se fatigue, se blesse plus facilement. Donc, je pense qu'après, il faut aller sur des trucs, découvrir des nouveaux sports, hein, parce que pour moi, le trail, c'est un sport généralement. Enfin, les trailers et les routards, c'est un peu la guéguerre, machin. Ouais, c'est un trailer, mais combien il fait au 10 bornes, lui? Puis les trailers, ils disent ouais, il fait 28 au 10 bornes, mais combien il fait sur le kilomètre vertical? Pour moi, c'est deux sports qui sont incomparables, et donc c'est pour ça que je serais certainement attiré par l'autre plus tard, ouais. Et fais-nous rêver un petit peu là, ta VMA du coup en ce moment là, c'est quoi? Moins que quand j'étais coureur de 5000, hein. Quand j'étais coureur de 5000, j'avais couru le 5000 en 13-17, donc ça faisait 13-17, ça fait 2,39 au kilomètre, enchaîné 5 fois sans récup, hein. Donc j'avais une VMA presque à 24 km/h. Aujourd'hui, elle est plus à 23 et demi. Je te rassure, tu fais quand même rêver les gens à 23 et demi. Ne serait-ce qu'à 19, tu fais rêver les gens. Ouais, mais aujourd'hui, après, sur le marathon, on cherche plus trop à développer sa VMA. On cherche à la maintenir à un certain niveau. J'en fais que une fois par semaine. Et après, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est plus de l'allure spécifique marathon ou de la VMA longue avec des 1000 mètres ou du seuil, des choses comme ça. Mais on cherche pas à pousser, à faire des SP 3000, des SP 15, des choses pour développer sa VMA vraiment. On la maintient. Mais ouais, on la développe plus, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Parce que ça me faisait penser à un épisode qu'on avait fait avec Sébastien Chéniaud, justement, qui est un grand trailer et qui justement avait fait de la piste à l'époque. Et de mémoire, il me semble, il était aussi il avait une VMA de 24. Ouais. Et donc en fait, il s'est dit, en fait, ça explique un petit peu pourquoi est-ce que le gars a performé sur trail. Parce qu'en fait, voilà, toi tu dis, moi ce sera du sport loisir. À mon avis, le jour où tu te mets sur trail d'ici 20 km/h, d'ici 3-4 ans, même si c'est en mode loisir, je pense que tu vas quand même envoyer du lourd, quoi. Ouais, après oui, je pense que la physiologie de l'effort, que ce soit sur un 50 ou un 60 km trail, voilà, on a quand même cette capacité musculaire à encaisser l'effort et malgré tout, l'atout numéro 1, c'est le cœur, c'est la pompe, c'est lui qui fait l'effort. Et ça, on peut pas l'enlever à un coureur, hein. Ouais, puis je pense qu'il y a une autre chose qu'on peut pas vous enlever non plus. Et j'avais souvent ce débat-là quand Jalabert est rentré dans l'Ironman, c'est que vous êtes des sportifs de haut niveau, donc déjà vous connaissez votre corps, enfin, en théorie. Vous êtes à l'écoute de votre corps, et puis surtout vous avez aussi les bons trucs pour pouvoir gérer votre préparation en tant qu'athlète de haut niveau. Vous savez jusqu'où vous pouvez pousser, jusqu'où vous ne pouvez pas. Alors ça m'ouvre une autre question justement là-dessus. C'est toi, dans le cadre de ta carrière qui se termine entre guillemets sur marathon, on s'entend bien. Est-ce que tu es accompagné ou est-ce que tu te coaches tout seul? Non, je suis accompagné. Alors, dans un fonctionnement un peu différent, un fonctionnement en binôme, en gros, avec mon coach Christophe Lenochet. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point de ma carrière où je me suis dit que ça faisait 20 ans que je courais. Et du coup, on travaille. Moi, je lui donne on part sur un objectif. Par exemple là au mois d'août les championnats d'Europe de marathon, et après donc on écrit un petit peu l'entraînement sur la préparation marathon sur les 15-16 semaines, et voilà, moi je lui dis un peu les grandes lignes que j'aimerais développer, et surtout semaine par semaine on adapte. Et par exemple, si moi je lui dis que écoute Christophe, je sens que on a placé un 10 km là, je pense que ça serait bien de mettre l'accent sur la VMA parce que je sens que je suis bridé, j'ai du mal sur les 30-30, je sens que sur les efforts courts je suis pas bien, alors que j'ai l'impression d'être vraiment bien sur le long. Je trouve que ça serait bien qu'on mette en place pendant 10 jours des SP un peu plus rapides et tout ça. Et après lui il écrit les séances. En gros, moi je donne mon point de vue d'athlète. Ça peut être lui dire voilà, écoute, je sens que sur le long je suis pas bien, pendant 15 jours on va mettre l'accent sur le kilométrage, sur le volume, parce que j'ai besoin de refaire des fondations. Je sens que musculairement je suis pas prêt à encaisser de l'intensité maintenant, je préfère faire du long. Et du coup, moi, je lui donne mon ressenti d'athlète, ce que j'ai pu apprendre, hein, parce qu'on s'est blessé, j'ai fait des erreurs, mais voilà, j'ai 20 ans d'expérience, et moi, je lui donne ce ressenti-là, et lui, après, il écrit les séances
en fonction de ce que moi je lui dis. Donc on collabore un peu comme ça et ça fonctionne bien puisque j'ai battu sur l'année 2021 mon record au 10, au 5, au 10, au semi et au marathon. Bon, Donc génial. sur les 4 distances, ouais, ça fonctionne bien, ouais. Ouais, c'est pas mal parce que du coup, si tu parviens à t'améliorer sur toutes les distances, c'est quand même un challenge, quoi. Je veux dire, t'améliorer sur un 5 ou sur un 42 km, c'est pas pas le même entraînement, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Si on rentrait un petit peu si on zoomait un petit peu là-dessus, parce que bon, voilà, nos auditeurs, pour la plupart, ils sont triathlètes ou en tout cas en devenir. Je crois qu'ils doivent se poser pas mal de questions. Quand on veut gagner justement en vitesse, ou quand on veut descendre les chronos, que ce soit sur un 5 km parce que on fait un sprint ou on est sur le format Ironman et qu'on est parti pour un marathon, comment est-ce qu'on fait pour améliorer nos temps, je dirais planifier un petit peu sa saison? Comment ça se passe? Quels seraient tes conseils, toi, dans les grandes lignes en termes d'entraînement? Bah moi, en tant que coureur à pied, ce que je peux leur conseiller, ce qui va être important, c'est de développer un peu 4 axes d'entraînement, à savoir du footing de régénération assez facile à 70% de sa fréquence cardiaque ou de sa VMA, où on va avoir les pulses assez faciles à 130. On peut discuter, on est en aisance respiratoire. Ça, c'est une première chose à faire. La deuxième, c'est la VMA, comme je l'expliquais tout à l'heure, le travail de vitesse, sur des fractionnés un petit peu courts, de 300 mètres, de 400 mètres, de 500 mètres. Essayer un petit peu de monter le cardio, de monter le curseur et essayer de se faire mal, d'apprendre à changer de rythme, les choses comme ça, avoir une foulée un peu dynamique. Ça c'est important pour les triathlètes parce que du coup ils ont pas la même force musculaire que nous, parce que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent quand on descend du vélo et qu'on court. Moi je l'ai jamais vraiment fait, mais tout de suite on s'aperçoit qu'on a les jambes chargées et que c'est pas les mêmes filières qui va se mettre en place. Donc apprendre à avoir cette foulée, cette qualité de pied assez naturelle qui vient tout de suite, qui vient assez vite, c'est important. Et après c'est le travail au seuil. Le troisième axe de travail, c'est vraiment ce travail au seuil qui est important pour le long, qui va être important pour l'Alpha Ironman et encore plus vrai pour les Ironman. Travail au seuil, ça veut dire à 80, c'est le chrono que vous allez mettre généralement sur le 10 ou sur le semi. Et donc voilà, c'est ces 3 axes de travaux qu'il faut pas négliger, qu'on peut faire, je sais pas si on peut le faire, enfin certainement c'est la même chose pour le vélo, où on va travailler en puissance, on va faire du fractionné court ou du fractionné plus au seuil. Mais voilà, en course à pied, il faut faire ces 3 travaux là. Nous après, comme on est que coureur, on ajoute un travail de côte pour l'explosivité, on va ajouter un travail de technique de pied pour avoir justement cette qualité de pied dont je parlais tout à l'heure. On peut ajouter de la musculation, on peut ajouter des footings intermédiaires, des footings un peu tempo, moi j'appelle ça des footings un peu tempo, c'est-à-dire où vous êtes pas sur votre allure marathon, mais vous êtes plus en allure footing, vous êtes sur une allure un peu modérée, un peu d'endurance active. C'est important aussi de le travailler. Ça vous fait un petit fond de course pour développer un peu votre base foncière. Et ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Pour toi, ça, c'est quoi? C'est footing tempo, c'est quoi? C'est 15 km/h de moyenne? Alors, mes footings classiques, donc je cours, pour moi, footing, c'est de 12 à 15. Okay. De 12 km/h à 15 km/h. C'est ma palette un petit peu large. C'est déjà ma VMA. Ensuite, footing tempo, je suis plus de 3,30 à 3,20. Mes allures marathon, c'est généralement autour de 3,5. Et après, ma VMA, c'est bien, mon seuil, c'est aux alentours de 2,55, 3 minutes, hein. Par exemple, si je vais faire 3 fois 10 minutes au seuil, moi j'ai un record sur 10 km en 28,15, donc ça représente du 2,49, du 2,50 au kilo, en gros. Mon travail au seuil, ça va être sur 2,55, 3 minutes, donc un peu moins vite que l'allure 10 km. C'est là, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu l'allure entre le 10 et le semi. Et après, la VMA, là, je suis plus sur comme je le disais tout à l'heure, du 23, 24 km/h. Donc là, c'est tout ce qui est allure en dessous de 2,40 au kilo. Donc voilà, ça, c'est un peu ma palette à moi, quoi. Ok, d'accord. Bon, ce qui ne sera probablement pas
représentatif pour la plupart des gens qui nous écoutent, ou en tout cas pas nous les trois là autour de la table. Mais bon, ça donne un petit peu une idée. Voilà, effectivement, encore une fois, c'est une question de pourcentage. Donc, c'est ça, c'est le pourcentage de VMA, de fréquence cardiaque ou de VMA. Ouais. Exactement. Est-ce que c'est marrant parce que quand tu t'exprimes, tu parles à la fois en allure, donc en minutes par kilomètre, ou en vitesse, donc en kilomètres par heure. Ouais. Tu utilises quelles données de manière générale? Tu varies un peu entre les deux ou? Non, moi je suis plus minutes au kilomètre. Alors, en général, on parle toujours de minutes au kilomètre en course à pied, mais maintenant le truc c'est que Yann il est tellement rapide que tu vois, il prend en kilomètre/heure. Il parle en kilomètre/heure parce que moi sinon. Mais il y a beaucoup de, ça dépend des athlètes et des entraîneurs. Il y en a qui parlent en vitesse. Moi, je suis plus en temps au kilo. Ouais. Moi, ça me ça me parle plus. C'est plus précis aussi. C'est plus précis, c'est ça. C'est clair. Au niveau des paramètres qui te servent à jauger de ton entraînement, est-ce que tu utilises aussi la puissance ou tu restes exclusivement sur la fréquence cardiaque ou la vitesse? Ouais, non, j'utilise pas du tout la puissance. Je sais que ça se fait beaucoup dans les autres sports et le vélo. Ça commence à se faire en course à pied. Il y a des athlètes qui le font, mais moi je l'utilise pas. Ouais, pas encore. On maîtrise pas. Du coup, on reste vraiment sur les allures classiques et puis après la fréquence cardiaque avec le cardio. Pour analyser tout ça, mais ouais, non, pas de puissance. Ouais, et toi qui es un petit peu dans les hautes sphères de la course à pied, là, est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé par d'autres athlètes, ou bien est-ce que vous, au contraire, vous voyez ça plutôt comme du gadget et vous dites bah non, ça marche très bien avec les allures, on va pas s'emmerder avec ça? Non, moi j'ai pas la maîtrise de la chose et mon entraîneur non plus, donc on n'a pas essayé. Je sais que un coureur comme Alexis Miele, un coureur de 1500 mètres qui est aux Jeux Olympiques à Tokyo, l'utilise un peu plus. Alors peut-être que c'est peut-être plus utile pour les coureurs de cours. Mais non, après je pense que dans le haut niveau, alors il faut pas non plus trop se prendre la tête, mais c'est quand même important d'essayer d'analyser et d'avoir un maximum de données pour essayer de faire en sorte que tous les détails, que chaque détail compte en gros, et que la somme des détails égale généralement la performance. Il faut jamais trop rien laisser au hasard. Donc je serais pas fermé si vraiment ça devient utile, si vraiment on arrive à me prouver que ça peut être utile de les utiliser à l'avenir, même sur le marathon, pourquoi pas. Hein. C'est ça, justement, j'aurais cru que ça aurait été un peu la norme, entre guillemets, dans le haut niveau, à moins que la technologie soit pas suffisamment fiable. Ça, après, je sais pas. Moi-même, j'ai pas testé. En course à pied, c'est un capteur qu'on met sur le coup de pied, là, sur la chaussure. La chaussure. Mais après, est-ce que la fiabilité je sais qu'en vélo, les cyclistes l'utilisent ne parlent même presque que de ça, que de watts, et travaillent en fonction des watts. Nous, c'est différent, ouais. C'est vrai que ce qu'on met souvent en avant au niveau de la puissance en course à pied versus la fréquence cardiaque, c'est que en fait, suivant les conditions, suivant les paramètres autres que les paramètres physiologiques, ça varie pas en fait. S'il y a du vent, s'il fait chaud, s'il fait froid, ta puissance, elle va pas varier. Quand tu cours à 200 watts, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse beau, tu vas toujours courir à 200 watts. Alors que la fréquence cardiaque, s'il fait chaud, tu vas avoir une fréquence cardiaque un petit peu plus élevée. C'est ça. Comme cet après-midi, j'étais à 160 pulses, alors que normalement, c'est juste qu'il faisait 35 degrés. Alors après, c'est peut-être effectivement un élément que toi, et de manière générale, les sportifs de haut niveau, vous maîtrisez un petit peu plus parce que vous connaissez votre corps. Surtout toi, ça fait 20 ans que tu pratiques. Donc, je pense que même tu pourrais presque éviter de prendre la ceinture de fréquence cardiaque. Tu saurais exactement combien tu bats. Oui. Même les allures. Les allures, je regarde le GPS, mais je suis jamais surpris de l'information qu'elle me donne, ou sur mes séances. Quand ça fait 20 ans que tu cours, tu connais les allures, ouais. Tu connais les allures, et est-ce que tu connais aussi la fréquence cardiaque? Typiquement, je sais pas, tu cours, on te fait courir des allures différentes. On te demande, à ton avis, ta fréquence cardiaque, c'est combien? Tu parviens à être assez précis, ou bien là encore, il y a une marge? Ouais, je suis assez précis, ouais. Alors, je l'utilise pas tout le temps, mais non, je suis assez précis là-dessus, et c'est quand même un outil important, hein, la fréquence cardiaque, surtout pour le marathon et sur le long. Tu vois vite quand tu peux décrocher. C'est aussi quelque chose qui peut dans votre préparation, vous dire que vous êtes peut-être dans le dur et que votre marathon va mal se passer. C'est quelque chose qui peut arriver, ça, de voir que par exemple vous décrochez, vous êtes sur l'allure à
pour vous donner mon exemple, hein, moi le marathon, je le cours à 3,4, 3,5. Et si par exemple sur vos sorties marathon, au bout du 15e kilomètre à l'entraînement, sur 3,4, 3,5, vous voyez que vous décrochez et que vous montez à 170, 175, 180 et que vous atteignez un pic, vous dites là je vais pas tenir 42. Donc c'est important après de réajuster l'entraînement en fonction de ça. Donc non, c'est utile, comme la prise de lactate, hein, pour parler des lactates aussi, ça se fait beaucoup en course à pied. Je sais pas si ça se fait dans la natation et le vélo, mais en course à pied, surtout sur les sports, à l'époque où je faisais de la piste, pour le 800, pour le 1500, renouveler les lactates, c'est important aussi, quoi. Et justement, cette prise de lactate, tu fais ça comment? Il y a des protocoles, certains jours, vous faites le test avec mesure du lactate ou t'embarques un appareil avec toi qui va mesurer en continu? Non, t'embarques un appareil moi je le faisais que sur mes sorties marathon. Par exemple, on sait que le corps au-delà de 3,8 millimoles peut plus, entre 3 et 4 ne peut plus recycler les lactates. Donc je faisais mes sorties à allure marathon. Et après, par exemple, je faisais, 3 fois 5 km allure marathon. Et après chaque 5 km, je me piquais et on regardait à combien j'étais. Et si par exemple, j'avais dépassé les 4, on savait que, là, mon corps commençait à s'acidifier et qu'au bout d'un moment, je pouvais plus les éliminer et que forcément, j'allais taper le mur du marathon. Donc, ça permet aussi comme je disais tout à l'heure, de pouvoir réajuster l'entraînement et de se dire, là, t'es peut-être un peu sur des allures qui sont trop élevées pour toi, tu tiendras pas le marathon à cette allure-là, donc on s'entraîne un peu plus bas et puis après on remontera peut-être sur les bonnes allures, quoi. Donc sur le marathon, je le faisais. Ça te permet d'ajuster l'entraînement, Ouais. c'est une chose. Ça te permet aussi d'ajuster ta stratégie de course Oui. en parallèle. Alors autant toi, quand t'as une course, forcément tu vises le podium et tu te poses pas trop de questions. La plupart des triathlètes amateurs, ils font une course. Alors il y en a quelques-uns qui vont viser le podium, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui vont se dire non, j'ai juste envie de donner le meilleur de moi-même, quoi. Donc si je veux donner le meilleur de moi-même, par exemple, qu'est-ce que je fais en termes de stratégie de course? Tu vois, justement, le lactate, c'est une méthode qui est pas forcément accessible à tout le monde non plus, mais si je veux, je suis triathlète amateur, je pars sur du long, sur un format Ironman, donc avec un marathon à la fin. Comment est-ce que je fais pour définir mes allures si j'ai pas forcément un coach qui m'encadre? Ça, faut l'avoir défini avant, hein, surtout sur un Ironman. Je pense que le plus important quand on se lance ce genre de défi, c'est de partir avec un plan. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on se dit, je vais le faire dans 15 jours, ou alors on part au suicide et là on va forcément ramasser. Non, c'est quelque chose qui se prévoit en amont. On a 6 mois, 1 an pour le préparer. Et donc là, il faut se dire, je vais aller faire, un semi en préparation, voir où est-ce que j'en suis. Et suivant le temps que je vais faire au semi, je vais extrapoler mon temps que je suis capable de faire au marathon. Et pareil pour la natation ou le vélo. Et après, du coup, l'important, c'est vraiment d'avoir un plan de base, de se dire, je pense que je peux potentiellement, faire tant d'heures, X heures. Et après, de s'entraîner en fonction de ça et de réajuster si dans votre préparation, vous faites des 10 km, des semis, des choses comme ça et que vous voyez que vous êtes pas sur les bonnes allures. Après, il faut réajuster, quoi. Mais là, le plus important, c'est d'avoir un plan A et un plan B et que quand le plan A marche pas, réajuster, quoi. Ouais, et alors le problème, c'est que sur ce triathlon, ton plan A et ton plan B, en fait, tu fais x3, ça te fait 6, t'as le C, D, E, F, parce que du coup, tu commences à avoir pas mal de trucs qui rentrent en jeu, quoi. Ah ouais, franchement, pour moi, le triathlon, c'est l'un des sports les plus durs, hein. Moi, je le vois avec les triathlètes, quand on s'entraîne, nous, coureurs, à 6 heures, on dort, ils sont déjà à la piscine. Et l'après-midi, nous, on va s'entraîner le matin et le soir, mais l'après-midi à 14 heures, eux, ils sont sur le vélo, ils sont entraînés le matin et à 14 heures, ils sont sur le vélo. Donc, je leur tire un grand coup de chapeau, hein, un immense respect pour ce sport qui, pour moi, prend les 3 sports les plus difficiles et qui les ont combinés dans un. Et Oui, il y a des fous partout, hein. C'est ça. Il y a même pire maintenant parce que t'as le triathlon Xterra, donc t'as le VTT et le trail. Ouais. Pour revenir du coup sur parce que tu parlais effectivement des horaires par rapport aux triathlètes, c'est quoi une semaine type pour toi en termes d'entraînement et de volume d'entraînement? En préparation marathon, moi je vais courir entre 160 et 200 km par semaine. Donc ça veut dire 11
11-12 entraînements de course à pied, plus peut-être un vélo pour faire un sport un peu porté, hein, parce que la course à pied reste un sport vraiment traumatisant et faire un sport porté comme le vélo ou la natation, ça peut être un petit plus. Donc c'est ça, ouais, c'est 160 km avec, comme je disais tout à l'heure, une séance de VMA, une séance de travail au seuil, une séance d'allure spécifique marathon, beaucoup de footing kilométrage, une sortie longue de quasiment 25-30 km. Alors ça va dépendre de la période, hein, mais un peu comme ça le dimanche. Et ça pendant quasiment 12 semaines, hein. Savoir que généralement c'est des cycles, 3 semaines un peu costauds, une semaine de régénération, 3 semaines un peu costauds, une semaine de régénération avec une compétition pour voir où on en est, puis 3 semaines un peu costauds. Et c'est y a pas trop de secret, hein. Les Kenyans s'entraînent plus que ça. Moi je pense que c'est l'équilibre que j'ai réussi à trouver entre la blessure et l'entraînement. J'ai l'impression que si je m'entraîne un petit peu plus, le risque de blessure est vraiment accru, donc j'essaie de pas dépasser cette limite là de 160-180 km, quoi, 200 max. Sachant que c'est déjà énorme la différence qu'il peut y avoir entre 160 et 200 km. On se dit c'est 40 bornes, mais 40 bornes quand on fait 160 c'est un quart. Ouais. c'est pas rien. Moi je sais qu'il y a déjà peu de gens qui font 40 bornes par semaine. Oui. Enfin moi j'y suis pas en tout cas. Moi je préparais une traversée de la France en courant et quand j'ai commencé à monter sur 160 bornes par semaine, tu le sens quand même, et j'ai pas fait ça pendant 20 ans avant d'arriver à la blessure. Et du coup, justement, tu dis que c'est l'équilibre que tu as trouvé entre le bon entraînement et la blessure. On peut revenir un petit peu sur tes étapes de blessure. Qu'est-ce qui t'est arrivé et qu'est-ce que tu ressens justement quand t'es blessé alors que t'es en pleine bourre? De toute façon, la blessure, c'est comme tout, ça arrive jamais au bon moment. mais je pense que si on pouvait choisir, on la mettrait peut-être la semaine de Noël, le moment où on peut passer du temps en famille. mais c'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un sportif de haut niveau quand t'es blessé et comment tu gères la suite? C'est difficile, hein. C'est frustrant parce que on a l'impression que tout s'arrête. Alors, ça dépend de la blessure. Si c'est 3-4 jours, si c'est une petite contracture ou une petite élongation, quelquefois en 4-5 jours, et faire un sport porté des fois peut nous permettre de nous entretenir. Donc là vous perdez pas grand chose. Mais quand c'est une déchirure musculaire, moi les blessures que j'ai eues, c'est tendinite au tendon d'Achille avec des fissures sur le tendon d'Achille et des déchirures musculaires assez régulières au mollet, surtout quand je faisais de la piste, que je faisais pas beaucoup d'intensité. Donc là c'est des 3 semaines de repos, c'est un mois de repos, c'est des soins avec des injections de plasma dans les tendons ou dans les muscles pour essayer de les cicatriser plus vite, des choses comme ça, et c'est de la frustration, hein. Comme je le disais, le plus dur c'est l'acceptation. Je pense que mieux on accepte la blessure, mieux on vit avec sa blessure et plus vite on en guérit. Alors ça veut dire quoi, accepter sa blessure du coup? Ça veut dire qu'il faut faire une croix sur la saison, il faut se dire que il y aura d'autres objectifs, se dire c'est une blessure, c'est un échec, mais je vais me servir de cet échec-là pour rebondir, je vais mettre en place des nouvelles choses, je vais me dire je vais aller chercher les informations, pourquoi je me suis blessé, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment j'aurais pu éviter ce truc-là, et moi j'essaye toujours de pas de positiver, mais d'essayer de trouver l'information de pourquoi je me blesse, qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus que ça arrive, vers quoi je vais me projeter pour tout de suite rebondir vers des nouveaux objectifs, se lancer des trucs comme ça, et ça permet de un peu mieux le vivre. Et je trouve que c'est important, ouais. Et si je refais le parallèle, justement, moi, avec ma blessure, en tant que sportif amateur, j'ai été confronté à une chose qui est juste horrible, notamment dans le processus d'acceptation, c'est que t'es blessé, tu sens que tu peux pas faire quoi que ce soit, en même temps, tu sais que tu dois te reposer, mais malgré tout, tu as besoin d'un diagnostic pour savoir exactement ce que tu as. Alors, quand tu es sportif amateur et que tu n'as pas de staff, le moindre examen peut prendre des semaines. Enfin, je me suis fait une fracture de fatigue au pied, le temps d'avoir un rendez-vous pour une scintigraphie, il m'a fallu 6 semaines. Et là, tu sais que si ce n'est la saison, au moins l'objectif que tu t'es fixé, c'est foutu. Toi, en tant que sportif de haut niveau et qui plus est sportif de l'armée des champions, comment est la prise en charge? Moi, je suis un peu à part. J'appartiens pas à une structure de type Krebs, de type INSEP ou les choses comme ça. J'ai pas voulu m'entraîner dans ces structures-là pour pouvoir rester un peu avec mon ancrage local, avec mon coach sur Bergerac.
avec mes habitudes. Voilà, donc du coup, c'est à nous de mettre autour de nous des gens de confiance, des gens ayant cette capacité à pouvoir suivre un sportif de haut niveau pour avoir une prise en charge assez rapide. Moi, j'ai la chance de connaître, la chance et la malchance parce que j'aurais préféré pas les connaître, mais connaître des très bons médecins du sport à Bordeaux-Mérignac, avec qui qui sont devenus des amis avec qui je m'entends très bien, des kinés du CERS de Cap-Breton ou des choses comme ça. Et voilà, l'idée c'est de mettre autour de soi une structure perso et des gens qui sont de confiance, qui vont vous aider à chaque fois que vous vous blessez. Et c'est vrai que nous on a la chance de pouvoir, si demain matin je me blesse, je fais un texto à mon médecin à la clinique des sports de Bordeaux-Mérignac et j'ai un rendez-vous, un IRM ou une échographie le lendemain. Donc on a quand même, voilà, là-dessus pour le coup, sportif de haut niveau, c'est cet avantage-là, c'est de pouvoir avoir une prise en charge et comme tu le disais tout à l'heure, un vrai diagnostic. Pas attendre 15 jours pour un athlète de haut niveau. Si tu perds 15 jours à savoir si tu as une fracture de fatigue ou juste une périostite sur le tibia, bah c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même rééducation, c'est pas du tout la même ce que tu peux faire. Donc il y a peu de temps à perdre, donc c'est vrai que nous on a cet avantage-là de pouvoir être pris en charge assez rapidement. Ouais. Et par rapport après la prise en charge, par rapport justement aux personnes, aux institutions à qui tu dois rendre des comptes, comment ça se passe quand tu es blessé? Parce que on imagine que le sponsor est pas forcément content, mais quand tu as un employeur, en l'occurrence l'armée, qui finalement t'offre un contrat pour pouvoir exercer ta passion qui est le sport, tout en la représentant, comment ça se passe? Est-ce que t'es pas un petit peu mis en avant, mis en retrait justement? Est-ce que t'es pas montré du doigt? Ça, pour le coup, c'est le côté désagréable du sportif de haut niveau dans un sport individuel, entre guillemets, c'est-à-dire que un mec d'un sport co qui se blesse, son équipe elle joue quand même les week-ends, il est quand même payé par son club et il peut faire sa rééducation. Il sait que son contrat il dure tant d'années et que quoi qu'il arrive, même s'il fait mal les choses, il sera payé à la fin du mois pareil et son équipe elle continue à gagner et quand il reviendra, il jouera sur le terrain. Nous, malheureusement, sur un sport individuel, c'est tout l'argent qu'on peut gagner, tous les gains, la façon dont on peut vivre de notre sport, c'est grâce aux performances qu'on fait. Et quand vous êtes blessé, vous avez plus de performance et quelquefois les partenaires s'en vont. Si vous êtes blessé, moi j'ai été blessé en 2018, je me suis fait opérer du tendon d'Achille et j'ai perdu mon partenaire équipementier, j'ai perdu un deuxième partenaire qui me suivait. Ils sont tous partis parce que ils savaient que pendant un an j'allais plus être performant puisque j'allais plus courir car j'étais blessé. Donc du coup ça c'est la difficulté, c'est une gestion de stress un petit peu plus, mais ça voilà, vous savez que quand vous êtes sportif de haut niveau, quand vous êtes en bas généralement c'est les moments les plus durs, on a tendance à vous lâcher plus que de raison, donc faut essayer d'être le moins en bas possible ou quand on y est d'avoir des gens de confiance, être vachement dans l'humain, dans l'affect. Moi par exemple, pour vous citer mon équipementier d'aujourd'hui ASICS, en 2018, je me fais opérer du tendon d'Achille, donc je suis lâché par mon équipementier. Et ASICS vient me voir quelques mois après et me dit « Johan, nous on te prend en contrat sur 2 ans, tu prends le temps de faire ta rééducation, tu reviens, tu prends le temps, tu fais ce que tu veux, mais reviens-nous fort et nous on te fait confiance, on te fait signer un contrat de 2 ans et on veut que tu reviennes on a confiance en toi en gros, on sait que tu vas revenir, que tu as les capacités. Prends le temps et reviens-nous fort. Et voilà, c'est des mots qu'on veut entendre, c'est des choses qui sont pas toujours le cas, mais qui peuvent exister. Et pour le coup, quand on vous fait confiance comme ça, vous avez envie de rendre 2 fois plus aux gens qui vous ont fait confiance, que ce soit une marque, une entreprise ou une collectivité ou une fédération. Quand on vous fait confiance et que vous êtes blessé, en fait, quand vous êtes blessé, vous avez besoin de réconfort et malheureusement. Des fois, on est dans un monde un peu de requin. C'est le business avant tout. Et quand vous êtes un sport individuel, on peut vous lâcher. Et c'est la difficulté du truc, quoi. Parce que dans le sponsoring sportif, en général, c'est systématiquement des contrats de 1 an, une saison, et puis on renouvelle à chaque fois. Ouais, c'est des contrats qui sont relativement courts. Ouais, c'est du 2 ans, 3 ans maximum. Ça va très vite. Et puis, bien évidemment, des fois, dans vos contrats, vous avez des malus, vous avez des bonus si vous perfez.
il y a tout un système de bonus, mais il y a aussi un système de malus, c'est-à-dire que si vous courez pas pendant 6 mois, vous avez votre contrat qui est réduit de 30%, 50%. Si vous perfez pas aussi, après voilà, c'est le jeu aussi, c'est le sport de haut niveau. Si vous n'êtes pas performant, c'est la difficulté, c'est qu'il faut l'assumer, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un cercle vicieux ou vertueux selon comment ça se passe, quoi. C'est ça. Quand ça se passe bien, tout va bien. Quand c'est plus compliqué, faut s'accrocher. Ouais, on garde le même radical avec le vert, et puis si ça va bien, c'est vertueux, et puis si ça va moins bien, c'est plutôt vicieux, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup là, donc tu nous as dit ton contrat avec l'armée s'est arrêté. Malgré tout, tu continues à t'entraîner, tu continues à rechercher la performance pour aller vers Paris 2024. Comment tu vis au quotidien? Grâce à mes partenaires privés, mes différents sponsors et puis les collectivités sur Bergerac. Moi, j'ai fait le choix comme je disais tout à l'heure, de privilégier un ancrage un petit peu local avec des valeurs un petit peu qui me sont chères. Je suis resté attaché à moi, je suis originaire de Montbazillac à côté de Bergerac. J'ai toujours vécu à Bergerac. Et donc j'ai toujours voulu rester licencié ici. Donc j'ai le soutien de ma ville, de la communauté d'Aglo, du département de la Dordogne, qui rêve d'avoir un marathonien aux Jeux Olympiques, et donc qui me soutiennent. Et ça, c'est très important de se sentir soutenu quand on fait un sport difficile où il faut s'entraîner, qui demande de partir loin en stage, de partir s'entraîner pendant plusieurs mois au Kenya, au Kenya, en Afrique du Sud, à Font-Romeu. Je suis souvent en déplacement, hein. La vie d'un sportif de haut niveau, c'est plus de 6 mois hors de chez lui. Donc ça a un coût. Et donc du coup, j'ai la chance d'avoir des soutiens, comme je le disais, de la part de la collectivité ou des partenaires privés qui m'aident pour mon objectif de 2024. Ouais. Quand tu voyages comme ça, quand tu vas t'entraîner, parce que t'as les déplacements pour les courses, c'est une chose, mais parfois tu vas t'entraîner aussi. Bon, tu parlais de Font-Romeu, c'était une chose. T'as parlé du Kenya. Tu disais aussi d'ailleurs que les Kenyans s'entraînaient davantage. Tu fais quoi quand tu vas au Kenya? C'est des stages d'entraînement aussi? Oui, c'est ça, ouais, c'est des stages d'entraînement. Je vais m'entraîner. L'avantage du Kenya, c'est que comme pour tout ce qui est discipline d'endurance, on est en altitude, hein, donc on est à 2300-2400 mètres d'altitude. Donc du coup, vous sécrétez un peu plus de globules rouges, hein, pour faire simple, et il y a moins d'oxygène, donc du coup c'est beaucoup plus dur. Et là-bas, l'avantage numéro 1, c'est la densité d'athlètes qu'il y a au quotidien avec qui vous pouvez vous entraîner. C'est-à-dire que les meilleurs coureurs du monde viennent de là-bas et s'entraînent là-bas. Donc, du coup, c'est important vous pouvez que progresser. C'est-à-dire, vous allez au contact des meilleurs, vous êtes avec les meilleurs, vous vivez avec les meilleurs. Donc, si vous rentrez pas cramé complètement, si vous faites pas n'importe quoi, normalement, vous devez que progresser. Et donc, c'est pour ça que j'aime aller là-bas. Et puis aussi, l'avantage d'aller là-bas, c'est qu'aussi, il y a une vie qui est complètement différente, une vie à l'africaine et non à l'européenne. C'est-à-dire que, vous allez pas manger au restaurant, vous allez pas au cinéma, vous allez pas, vous balader avec votre copine. Quand vous êtes au Kenya, vous courez le matin à 6h, vous courez le matin à 11h, vous courez le soir à 17h et le reste du temps, vous dormez parce que vous êtes vraiment rincé. Et de toute manière, il y a rien d'autre à faire. Donc, au moins, c'est simple. Et donc, du coup, c'est un peu pour ça que nous, coureurs, on va là-bas. C'est pour se confronter aussi à cette difficulté-là de s'entraîner avec les meilleurs, même niveau nourriture, hein. Niveau nourriture, quand vous mangez aussi, vous mangez pas les produits transformés comme on a en Europe. C'est beaucoup plus sain. C'est des trucs simples. Donc vous revenez normalement un stage au Kenya, c'est dur dans la tête, c'est dur de prendre des roustes tous les jours à l'entraînement parce que vous vous faites ramasser, hein. Faut pas se mentir, quand vous arrivez à 2400 mètres d'altitude face à des mecs qui y sont nés et qui y vivent, ils vous défoncent la gueule à chaque entraînement. Donc et là pour le coup, faut faire vraiment preuve d'humilité, hein. Moi premier fartlek que j'ai fait là-bas, à un moment donné, je lève la tête et je vois une fille devant moi, une nana. Et je me suis dit putain, mais c'est pas possible. J'ai été dans les meilleurs Français, je suis dans les meilleurs Européens et tu te fais laver par une fille sur un fartlek. Donc bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit faut quand même que j'accélère. Donc j'ai réussi à la doubler. Mais malgré tout, ouais, c'est des souvenirs qui restent, hein. C'est des trucs que tu te dis putain. Puis après, il t'a fallu 3 jours pour récupérer.
Bah, pas loin, ouais. Et bon, après, je me suis renseigné, c'était une nana qui avait fait une 8 au SMI. Donc, elle courait quand même, mais ouais, ça vous enseigne un peu l'humilité. Et puis voilà, c'est la vie là-bas, tout le monde court, les enfants courent. Enfin, vous êtes vraiment dans le milieu de la course à pied et c'est vraiment le rêve pour tout coureur, ouais. Ça donne envie, hein, quand tu dis ça, évidemment. Tu vois, on aurait envie d'aller passer quelques semaines au Kenya là pour s'entraîner. C'est quelque chose que tu recommanderais, je sais pas, à des coureurs amateurs ou des triathlètes amateurs, d'aller s'entraîner là-bas? Non, mais pour l'aventure, comme je le disais, l'aventure humaine, elle est merveilleuse parce que voilà, vous arrivez sur un continent africain qui est complètement différent, avec une culture différente, et quand vous allez arriver là-bas, bah il y a rien, c'est-à-dire que le mec que vous voyez à la télé, Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien du monde, machin, bah vous le croisez sur le stade en même temps que vous, il fait ses 400 avec son groupe d'entraînement, vous pouvez aller lui parler, vous pouvez presque s'entraîner avec lui. C'est ça qui est merveilleux là-bas, c'est que même les champions font preuve d'une immense humilité. Ils vivent dans des cases avec leurs coéquipiers et leur sparring. Et puis voilà, comme je disais, après, bah c'est 6 heures du matin, tout le monde court, vous sortez dehors, bah vous avez des groupes d'entraînement qui passent, mais des groupes de 20, 30 coureurs qui passent, vous le loupez, bah vous prenez le suivant, il y a un groupe 5 minutes après qui va repasser avec 30 coureurs et puis vous y allez et vous courez. Et quelque part, en plus, ce sont des gens qui sont un peu qui courent. Voilà, tout à l'heure, on parlait des watts, on parlait de la fréquence cardiaque, on parlait de l'entraînement, on parlait de tout ça. Et nous, c'est plutôt européen, scientifique, les datas, les analyses, les machins. Et eux, qui sont les meilleurs mondiaux, ils ont une montre chrono et ils courent avec une montre chrono et des chaussures sans carbone, machin, truc, et ils cavalent plus vite que nous et ils se prennent pas la tête sur plein de points. Ce sont des gens qui fonctionnent un peu au feeling. Les entraînements, c'est un peu souvent la même chose, c'est pas très imagé, mais c'est efficace et c'est comme ça qu'ils sont bons et les athlètes kenyans sont des exemples là-dessus. Pour moi, voilà, ils se prennent pas la tête, ils sont simples, ils font preuve de beaucoup d'humilité et ils s'entraînent dur, très dur. Et donc c'est pour ça que j'aime aller là-bas pour m'en inspirer. Et je vous dis, l'aventure humaine est merveilleuse parce que voilà, vous allez courir avec des enfants, tout le monde court, donc tout le monde va vous suivre à un moment donné. Et puis c'est ça qui est beau. Ouais. On essaie d'imaginer un peu le truc, effectivement, de dire il y a tout le monde qui court. Enfin, quand tu vas là-bas, tu vas où en fait exactement? C'est dans quel coin du pays déjà? En fait, le Kenya, c'est une piste. C'est une piste et, ouais. et tout le monde tourne autour c'est du une pays. Piste à ciel ouvert, ouais, c'est ça. Au Kenya, moi, je vais à Iten, donc c'est un village à côté de Eldoret. Donc il y a la capitale Nairobi. Vous faites un vol Paris-Nairobi. Après, vous prenez un vol intérieur entre Nairobi et Eldoret. Et Iten, c'est un petit village d'altitude à 1 heure de Eldoret. Et c'est là où s'entraîne. Il y a plusieurs camps d'entraînement et plusieurs centres d'entraînement au Kenya. Mais Iten est le plus réputé. C'est là où on a pu voir les différents reportages sur Eliud Kipchoge, sur Bob Tari ou les choses comme ça. Tous les meilleurs athlètes européens vont là-bas. Maintenant, il y a des centres faits par des Européens pour avoir un peu plus de confort. Hein. Après, confort, je m'entends, hein, c'est vous avez une connexion réseau à peu près d'internet qui fonctionne à peu près et vous avez de l'eau chaude. Hein, ça s'arrête là. Il y a pas plus. Hein. Il y a pas de jacuzzi, pas de lit 4 étoiles, ça reste assez sommaire. Ok, donc quand tu vas à Iten par exemple, c'est quoi? C'est une petite ville et voilà. Ah, il doit y avoir 1000, je sais pas, 1000 ou 2000 habitants, mais il y a 2000 coureurs. Ah ouais, donc c'est un village alors. Ouais, okay. C'est vraiment un village. C'est vraiment un village. Il y a 20 ans de ça, c'était vraiment le village où ils avaient jamais vu de Muzungu. Hein, ils appellent ça les blancs, c'est des Muzungu. Et depuis, la course à pied, l'économie de la course à pied a fait que des Européens se sont installés, ont monté des camps d'entraînement. Donc aujourd'hui, il est plus facile pour des Européens de pouvoir s'entraîner là-bas. Et c'est des moments, puis c'est magnifique parce que c'est la vallée du Rift, donc vous avez une vue immense sur toute la vallée, sur la corne, enfin sur l'Afrique là, sur la vallée. Et puis voilà, je vous dis, vous courez sur la piste en terre rouge, ça reste assez mythique. Non, c'est des moments qui restent gravés à jamais, ouais. Tu dis tout le monde court, c'est là à Iten parce que c'est le petit bled justement qui est réputé pour.
Mais c'est pareil aussi dans le reste du pays. Enfin, partout, c'est un truc. Je pense que j'en discutais avec le sélectionneur de l'équipe de France qui a entraîné des athlètes kenyans et qui m'avait dit que un jour ou l'autre, tous les athlètes kenyans, enfin tous les Kenyans se sont mis à courir ou ont essayé de courir pour essayer de perfer parce que c'est pour eux un moyen de s'en sortir. C'est-à-dire que la course à pied, c'est le sport numéro 1. Là-bas, voilà, le salaire moyen, il est à peine 90 € de mémoire, je crois. Donc, ils se disent pour s'en sortir, nous, pour s'en sortir en France, on va dire, fais des études, machin. Il y a toujours moyen de s'en sortir et tout ça. En Afrique, c'est un peu différent, surtout quand on vient des petits villages. Et donc pour eux, les champions qu'ils voient à la télé, c'est des coureurs, ils savent qu'ils sont doués pour ça. Les médailles olympiques, les seules médailles qu'ils ramènent depuis 30 ans, c'est en course à pied. Donc tôt ou tard, le Kenyan a tenté de courir un jour. Mais voilà, tout le monde n'a pas les capacités de courir en 28 ou 27 minutes au 10 000. Mais moi, j'ai vu des coureurs africains courir avec moi, mais qui avaient des chronos en 33 minutes, 34 minutes, mais qui essayaient de pas lâcher, ils s'entraînaient dur pour essayer de perfer, pour essayer de s'en sortir via la course à pied. Mais malheureusement pour ces gens-là, ils avaient peut-être pas le talent nécessaire et la difficulté après, c'est de pouvoir sortir de leur pays pour pouvoir venir faire des courses en Europe et gagner de l'argent pour pouvoir s'en sortir via la course. Mais ouais, non, c'est une vraie passion qu'ils ont pour ce sport. Tous les championnats sont télévisés, c'est la fête. Pour le coureur kényan est considéré chez nous comme un footballeur. Un coureur kényan médaille olympique, c'est notre Kylian Mbappé. C'est la même notoriété. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, je comprends. C'est effectivement. Enfin, je fais un peu le parallèle avec. Le foot justement au Brésil par exemple, tu te dis en fait c'est la même chose, c'est les gamins dans les favelas. Ouais, tout le monde au Brésil a essayé de jouer au foot dans les favelas, de s'en sortir via le foot, et puis voilà, il y en a qui s'en sont sortis, d'autres non. Et les quand tu parles des coureurs kényans, tu sais sur les pistes de terre rouge, on les imagine parfois pieds nus. C'est quoi? C'est mythe ou réalité? La majorité, ils courent pieds nus ou la majorité, ils sont avec des Vaporfly? Non, vous avez des coureurs pieds nus encore. Alors moins, mais à une époque, il y en avait beaucoup. Il y en avait même qui couraient en compétition. J'ai vu sur des championnats du monde de cross, des coureurs kenyans avec courir pieds nus. Non, ça arrive. Hein, ils aiment garder ce contact avec le sol, sans l'amorti de la chaussure qui vient un peu enlever cette sensation qu'on peut avoir quand on court pieds nus. Donc ça arrive encore qu'ils courent pieds nus. Alors après voilà, maintenant avec les chaussures à plaque de carbone, c'est différent, mais non, ça peut arriver d'en croiser pieds nus, ouais. Moi j'en ai vu en sandales courir à côté de moi avec des Crocs, hein. Bon après voilà, il s'entraînait pas, mais c'est-à-dire le mec il débauchait, c'était un enfant qui rentrait de l'école. Et pour faire les 2 kilomètres qui le séparaient de sa ferme, il courait avec des Crocs et il m'a suivi pendant 2 kilomètres. Ouais, ça c'est marrant aussi, c'est de dire qu'en fait là-bas c'est un moyen de locomotion. C'est ça, c'est un moyen de locomotion plutôt que de prendre le vélo ou le tram ou le métro ou j'en sais rien. En fait tu cours parce que. Non mais ouais. Nous on court vraiment. Courir pour nous c'est une passion, c'est-à-dire que si t'aimes pas courir, tu cours pas. Hein. Tu vas pas aller travailler en courant, tu marches. Mais c'est vrai que si tu dois marcher 5 km, ça va te prendre 1 heure. C'est ça. Si tu dois faire 10 pour km, aller à l'école, ils courent. Ils arrivent à l'école, ils arrivent en courant, ils rentrent de l'école en courant. Et pareil pour la plupart des gens qui débauchent, ils courent. C'est un moyen de locomotion qui est ultra rapide, simple. Et du coup, c'est vrai que quelque part, je pense qu'il y a de la génétique en eux qui fait que pour eux, la course c'est naturel. Nous, on a perdu un peu ça. On l'a complètement perdu et c'est dommage parce qu'en fait, moi, je me rappelle quand j'étais, j'étais gamin, je devais avoir à partir de mes 4, 5, 6 ans, j'allais à l'école tout seul. C'était pas très loin, mais j'y allais en courant. Ouais. Parce que, peut-être parce que j'étais tout le temps à la bourre. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'ai. C'était, j'y allais en courant parce que, c'est plus rapide. C'est parce qu'en Belgique, il faut passer entre les gouttes, c'est pour ça. Peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, t'as personne qui te dit, très peu de gens qui te disent, moi, je vais au boulot en courant, quoi.
Ou alors c'est parce que c'est des tarés qui préparent un Ironman et que ils ont pas le temps et que voilà, mais il y en a très peu quoi. Et c'est dommage en fait. On pourrait très bien se dire bah ouais, j'ai je sais pas, j'ai 5-10 bornes à faire tous les jours pour aller au boulot. Bah, plutôt que de prendre ma voiture ou même mon vélo, bah j'y vais en courant quoi. Voilà, du coup toi j'imagine que tu prends pas les baskets pour aller au boulot, vu que ton boulot, c'est de courir. Olivier te demandait tout à l'heure à quoi ça ressemblait un peu une semaine type pour Johan Durand. Et du coup, si tu arrives jusqu'à Paris 2024 comme il faut, en forme, prêt, et que tu en découles comme un fou sur le marathon, tes plans, c'est de switcher à quel moment vers le trail? C'est juste après le marathon de Paris 2024 ou tu te donnes un petit temps tampon pour t'adapter? Bah attends, avant ça, c'est quoi ton objectif sur Paris 2024 aussi? Parce que c'est un podium, forcément. Ouais, non, bah déjà c'est d'être dans les 3 Français pour être sélectionné. Et après oui, bah après on verra en fonction de la course. Après l'avantage du marathon, c'est que c'est une discipline qui est tellement ingrate et que les éléments extérieurs ont tellement un rôle important que bah généralement pas n'importe qui, mais c'est ouvert pour tout le monde. Bah on l'a vu avec cet été aux Jeux Olympiques à Tokyo, où le deuxième est néerlandais et le troisième est belge derrière Kipchoge. Et quelque part personne les attendait, et pourtant les Européens font 2 et 3. Voilà, c'est une discipline un peu à part où des fois il fait chaud, du coup les mecs explosent, partent trop vite, enfin il y a plein de paramètres extérieurs. Donc ça sera intéressant de voir ce que je peux faire sur cette course-là. Et après bah pour le trail, je sais pas, je pense que ça sera vraiment mon esprit et ma fatigue physique, ma lassitude, comme je le disais tout à l'heure, qui guideront mes choix plutôt que de me dire le 24 août 2024 je bascule sur le trail. Non, ça sera vraiment quand je me dirai bah voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le chrono que je voulais faire. Voilà, maintenant je me blesse assez régulièrement parce que je cours trop sur la route, j'ai des tendinites à répétition, machin, et je me dirais bah voilà, allez, on va courir dans la nature, on va sur des sols souples. Je pense que c'est plus quand l'esprit le décidera plutôt que définir une date à l'avance. Alors, tu parlais justement de 2024 et de la sélection. On peut revenir un peu là-dessus. Alors, pour la petite histoire, dans la famille de mon épouse, il y a une personne qui essayait de se qualifier pour le marathon olympique de Tokyo, qui n'a pas pu parce que voilà, elle n'a pas pu prendre certains départs et donc elle n'a pas pu se qualifier. Pour les hommes, c'est quoi les conditions pour l'instant qui sont connues pour se qualifier, pour faire partie des 3 Français? Et puis, ça commence quand? Pour l'instant, on les connaît pas du tout. On sait pas. Généralement, ça commence donc un an avant, donc à savoir 2023. Donc, je pense qu'à partir de janvier 2023 jusqu'à février, mars, avril 2024, il faudra être dans les 3 meilleurs performeurs français. Hein, c'est simple. Hein. C'est la période de minima sera certainement cette date-là. Je connais pas encore les dates exactes, c'est pour ça que je peux pas le dire. Mais je pense que ça sera comme d'habitude, hein, du 1er janvier 2023 à mars 2024. Et là, il faudra être dans les 3 premiers français avec un chrono de moins de 2h09. Hein. On le voit aujourd'hui, Mourad Amdouni a fait 2h05, Nicolas Navarro a fait 2h08, Hassan Chadi a fait 2h08, moi j'ai fait 2h09. Et après, il y a tout un tas de coureurs en 2h09, 2h10, 2h11. Donc, il y a une vraie émulation sur le marathon français. Donc, c'est une bonne chose. Ça nous pousse à nous surpasser tous. Mais aussi, ça veut dire qu'il y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, il y a 3 places et il faudrait être dans les 3, quoi. Imaginons que tu sois dans les 3. Effectivement, comme disait Olivier, quel est ton objectif en dehors de faire un podium ou de gagner? Mais c'est quoi? C'est un classement? C'est un temps? Ça va être quoi? Non, ça va être plus le classement que le temps parce qu'on connaît pas encore le parcours, mais on connaît pas le parcours, on connaît pas l'horaire, on connaît pas ces choses-là qui peuvent être primordiales sur le marathon. Mais ouais, non, ça va être le classement. Hein. Le classement, on l'a vu, Nicolas Navarro a fait 12 cette année à Tokyo. Comme je disais tout à l'heure, des Européens ont fait des belles perfs à Tokyo au JO l'année dernière en faisant des top 10. Donc oui, clairement, faudra voir mon axe de progression d'ici là. Mais si j'arrive à courir sur 2h08, un top 10, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Ouais, est-ce que du coup c'est plus
plus difficile de faire du top 10 aux mondiaux qu'en Europe, parce qu'en Europe, en général, les Kenyans sont pas là, mais aux mondiaux, il y a tout le monde. Il y a les Européens, les Asiatiques, les Américains, les Africains. Donc, est-ce que c'est plus facile de perfer en Europe qu'aux mondiaux? Ouais, c'est plus facile parce que, comme je le disais, on a un sport dominé quand même par l'Afrique de l'Est avec l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, l'Érythrée. Ces 4 pays-là sont quand même très forts. Sur le marathon, les Asiatiques sont pas mal, quelques Américains également. Après, pour le coup, au niveau européen, on est vraiment pas mal, hein. On a beaucoup de coureurs en plus naturalisés, des coureurs d'Afrique qui sont naturalisés. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je crois que sur les 16 premiers au JO, je crois il y a 7 Européens dans les 16 premiers, donc ça vous classe le niveau européen. Donc les championnats d'Europe de cet été seront très relevés. Donc non, ouais, bien évidemment, c'est plus facile des Europes, mais malgré tout, faut pas penser que c'est non plus une partie de plaisir, hein, c'est pas le cas. Bon, et puis au pire, si pour Paris 2024, pour le marathon olympique, tu venais à ne pas être sélectionné, il reste le marathon pour tous, où là, normalement, tout le monde est censé pouvoir prendre le départ. J'imagine que toi, on pourra pas t'empêcher de le prendre. Non, ouais, alors ça va être différent, il y a des dossards à gagner, hein. Tout le monde pourra pas y participer, il faut gagner des dossards pour pouvoir participer au marathon pour tous. Mais ça va être un bel événement sympa puisque c'est la première fois qu'un marathon, enfin que des coureurs non professionnels ou non sélectionnés pour les Jeux Olympiques pourront participer à une épreuve des Jeux Olympiques, à savoir la même distance, la même parcours. Alors ça sera pas sur les mêmes pas la même heure, évidemment. C'est pas la même heure, mais ils pourront comparer leur temps avec les premiers, avec les meilleurs. Donc c'est bien que Paris ait fait ça, soit la première ville à le faire. Ça va être sympa et ça met de nouveau une nouvelle fois un peu en lumière le marathon. Ouais, puis c'est pas mal, c'est un phénomène qu'on retrouve aussi un peu dans le triathlon, hein. C'est vrai que sur la plupart des triathlons en général, les pros, ils sont sur la même course que les. Ça arrive sur les marathons, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au long, effectivement, que tu retrouverais pas dans d'autres sports justement. Tu vois mal te positionner sur un 400 mètres sur la même ligne de départ. Ouais, il y aura un peu fou, je pense. Hein. Ouais, mais du coup, effectivement, c'est cool parce que je trouve que ça permet quand même de créer un peu de proximité finalement avec, tu vois, entre les pros et les amateurs, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu l'esprit de la route, l'esprit du marathon. C'est pour ça que je suis monté aussi sur le marathon. C'est ce côté populaire où, comme on l'a dit, hein, c'est-à-dire que un coureur en 3 heures, va prendre la ligne de départ, va prendre le même départ que Kenenisa Bekele au marathon de Paris. Il va être 4 lignes derrière, mais il va partir en même temps qu'un mec qui a fait double champion olympique et qui va courir en 2-4 et lui il va courir en 3 heures. Et ça, c'est la beauté du marathon et des épreuves sur route en général. Ce côté populaire, ce côté festif, ce côté où t'as été avec 50 000 coureurs et on nous demande souvent notre classement et c'est vrai que sur marathon, tout le monde a une référence parce que voilà, on a tous un oncle qui a couru un marathon. Combien de fois on m'a demandé t'as déjà fait quand j'avais pas fait de marathon que je disais que je faisais de la course. La question c'est et tu fais combien au marathon? Alors que je faisais du 5000, j'avais fait champion de France du 5000, j'avais terminé 4e au championnat d'Europe du 5000, mais dans l'esprit des gens, ah ouais, mais t'as déjà fait un marathon? Ah mais je te rassure, c'est la même chose en triathlon, hein. Ouais. Et si t'es triathlète, on te dit ah d'accord et du coup t'as fait combien d'Ironman quoi? Ouais, c'est ça. Non mais je fais du triathlon. Ah mais t'es triathlète et t'as pas fait d'Ironman. Ouais, c'est un peu c'était un peu ça, hein, et du coup, c'est vrai que quelque part il y a pour les non-initiés, il y a l'esprit comme ça où nous c'est le marathon, vous c'est l'Ironman, ce sont des distances qui marquent les gens, qui marquent les esprits et du coup on est obligé d'y aller un jour quoi parce que sinon on a raté notre carrière. C'est marrant parce que sur un autre podcast que je produis et justement l'épisode est sorti aujourd'hui au jour où on enregistre, on a parlé avec mon compère de la banalisation de ces distances longues, que ce soit le marathon sur la course à pied ou l'Ironman sur le triathlon, et je me rappelais une anecdote, c'est qu'il y a 20 ans, moi quand j'ai commencé un peu le triathlon, déjà tu disais que tu étais marathonien, on disait ah ouais des marathons mais de quelle distance?
Maintenant, ça se fait plus. C'est quand même tellement banalisé la longue distance qu'on te le demande plus. Ouais, la distance, ils le savent, c'est 42 et des bananes. Ouais. Il y a un point qu'on n'a pas abordé du tout aujourd'hui, c'est l'alimentation. Comment est-ce qu'on s'alimente quand on court un marathon en 2h09, donc à 19 km/h? Comment on s'alimente et comment on prépare son alimentation? Comment on gère sa préparation, son entraînement avec l'alimentation? Alors ça, c'est la difficulté que j'ai. Enfin, la difficulté, c'était aussi le côté excitant du challenge quand je suis monté sur le marathon. C'est-à-dire que quand tu viens de la piste, que tu fais du 1500, du 5000 ou même du cross l'hiver, tu te préoccupes pas de savoir ce que tu vas manger dans la semaine, tu te préoccupes pas de ce que tu peux manger dans la prépa, et tu te préoccupes pas de savoir comment tu vas t'alimenter sur la course. Sur le marathon, il est essentiel d'anticiper en amont ses besoins glucidiques via les féculents pour essayer d'emmagasiner un maximum de glucides avant l'effort, avant le marathon, pour pouvoir avoir suffisamment de carburant le jour du marathon. Mais pas trop non plus. Mais pas trop non plus. Ça va être pareil dans la préparation ou quand vous allez taper des sorties longues à 25, 30, 35 km, il faudra bien évidemment recharger en protéines, recharger en féculents, recharger l'hydratation, bien boire, s'alimenter pendant l'effort, être capable de prendre des gels pendant les efforts, des choses comme ça. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut travailler à l'entraînement, qu'il faut mettre en place à l'entraînement, savoir combien de gel je dois prendre pendant mes sorties d'entraînement, combien je vais en prendre le jour du marathon, comment je vais m'alimenter, est-ce que mon organisme va supporter les gels liquides ou vaut mieux que je prenne des pâtes de fruits, est-ce qu'il vaut mieux que je prenne du solide, du liquide, enfin, il y a plein de paramètres qui entrent en compte pour le marathon et que j'avais pas sur la piste. Moi, le jour du marathon, je bois tous les 5 km une boisson glucidique, donc des boissons isotoniques d'effort qu'on trouve en magasin de sport. Attends, parce que du coup, ces boissons-là, toi, sur un marathon, tu pars pas avec tes petites gourdes aussi? Non. Toi, tu prends ce qui est en ravito. L'élite, on dépose nos propres ravitaillements sur les marathons. L'avantage par rapport au coureur en plus de 2h30, c'est que quand tu es considéré dans l'élite que tu fais moins de 2h20 chez les hommes, tu peux tu déposes tes ravitaillements tous les 5 km sur une table. On t'attribue une table, on t'attribue un numéro et là tu poses tes ravitaillements et tu mets ce que tu veux dedans. Alors quand tu dis tu poses tes ravitaillements, c'est tu donnes tout à l'orga et puis l'orga après tu donnes tout à l'orga la veille du marathon à 18h. Et eux, dans la nuit, ils vont les placer sur les tables le jour du marathon. Et donc là, moi, je mets des boissons isotoniques, des boissons d'effort, plus ou moins sucrées, plus ou moins diluées en fonction de la durée d'effort, en fonction du kilométrage. Par exemple, j'ajoute des sels minéraux à partir du 30-35 km. Je colle des gels énergétiques sur mes gourdes pour quand j'attrape mon ravitaillement, je prenne mon gel énergétique, je prenne ma boisson d'effort et moi je fonctionne comme ça. Je prends normalement, si un marathon se passe bien, qu'il n'y a pas des conditions extrêmes, qu'il fait pas trop chaud et tout ça, je prends un gel au 21 et un gel au 30 et normalement ça me suffit à tenir mes 2h08 d'effort avec une alimentation avant pendant une semaine riche en féculents pour augmenter le stock de glycogène. Et voilà, et mes boissons sucrées tous les 5 km, un gel au 21, un gel au 30, ça me suffit pour tenir la distance. Ça te fait ça te fait quoi en termes de grammes de glucides par heure, par exemple? Ça te fait, ou du coup par kilomètre plutôt? De tête, là, je sais plus, parce que je le sais plus. Je sais que c'est 1,5 litre. Je bois j'essaye de boire 1,5 litre sur les 2 heures d'effort. Quand c'est des températures entre 12 et 18 degrés. S'il fait plus chaud, bien évidemment, il faudra boire plus. Mais voilà. 1,5 litre et tu as 8... J'ai 7 ravitaillements. Ouais, 7-8 ravitaillements tous les 5, okay. Ouais, c'est ça. Et donc, ce qui fait que pendant un moment, tu cours avec la gourde Ouais, alors voilà, ça c'est pareil, il faut s'entraîner à l'entraînement. C'est important vous arrivez à votre ravito, c'est pas boire 2 gorgées cul sec et de jeter la gourde. C'est vous prenez, vous buvez,
vous laissez couler, vous gardez votre gourde, vous reprenez une deuxième goulée, vous continuez à courir, vous en prenez une troisième, une quatrième, et après, quand vous êtes bien hydraté, que vous avez pris le temps de bien digérer, ou de bien mastiquer si c'est un gel ou si c'est un bonbon un peu solide, pareil. L'important c'est de prendre le temps. Voilà, sur marathon on a 2 heures d'effort et c'est de pas boire direct, de boire les 300 millilitres d'un coup sec et de jeter sa gourde. Vaut mieux le faire en 3-4 fois, de prendre le temps de faire descendre un peu les pulses aussi, parce que quand la difficulté du ravitaillement, c'est qu'il va y avoir des bousculades, parce que normalement vous êtes en peloton, sauf sur les fins de ravitaillement, mais au début vous êtes en peloton, donc c'est un peu la bousculade, il faut prendre sa gourde, il faut mettre la tête en arrière, les choses comme ça, et du coup vos pulses, ça vous le voyez, vous le sentez, elles prennent toujours, vous prenez 3-4 pulses sur un ravito, donc quand vous êtes déjà un peu à la limite, il faut faire attention, donc vaut mieux faire descendre, prendre le temps de s'hydrater, de bien faire les choses, et vous courez pendant 400 mètres avec votre gourde et vous la jetez. C'est marrant parce que tu dis vous prenez 3-4 pulses et puis vous le sentez tout de suite. Moi, il faut que je prenne 15 pulses pour sentir qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Donc on sent bien que justement tu maîtrises ton corps, tu connais ton corps. Puis j'avais une autre question, c'est par rapport justement au fait de jeter la gourde. Est-ce que ça se complique un petit peu en termes administratifs? Est-ce que vous avez des endroits spécifiques où vous devez jeter les gourdes, les emballages de gel, etc. ou comme pour le fait que vous avez vos propres ravitaux, les élites, vous êtes un petit peu plus tranquille à ce niveau-là et vous jetez un peu sur le côté et les gens viennent ramasser derrière? Non, il y a des zones de ravitaillement. C'est-à-dire que normalement, une personne du public ou votre entraîneur, si vous suivez en vélo, peut pas vous donner un ravitaillement ou un gel au 32e dans le Bois de Boulogne. Si c'est au marathon de Paris, ça peut être motif de disqualification. Et donc pour les jeter, je sais pas s'il y a un règlement. Je suppose que oui. Après voilà, sur chaque zone de ravitaillement. Il y a quand même beaucoup de poubelles et tout, c'est quand même assez bien fait, donc ils essaient on le voit aujourd'hui avec l'écologie a pris une part prépondérante importante sur le marathon. Bientôt les plastiques vont être interdits, ça va être des verres en carton et des choses comme ça, et pareil pour nos gourdes. Donc ouais, c'est important de faire attention à l'écologie. On fait un sport où on émet peu de gaz à effet de serre. On n'est pas un sport mécanique ou autre, donc il faut garder ce côté un peu vert de la course à pied. C'est important. Mais ouais, non, on jette. Moi, je sais qu'il y a quand je bois mon truc, ma gourde et tout, il y a un truc que j'aime faire, c'est jeter ma bouteille et viser une poubelle. C'est-à-dire que ça me permet de pas penser à ma course, de me sortir un peu de mon marathon pendant quelques secondes, à essayer de viser une poubelle ou à essayer de la jeter. Voilà, vous avez des poubelles et vous essayez de jeter. C'est ta petite victoire à toi en attendant. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est tous les 5 kilomètres, ça vous permet de penser à autre chose pendant 2 secondes sur votre marathon. Ouais. Et en même temps, le ravito, c'est quand même un moment un peu stratégique si tu veux faire des attaques. Comme tu le dis souvent en avant de course, vous courez un peu en peloton. C'est vrai qu'à partir du moment où tu perds le peloton, tu as laissé 10 mètres, parfois c'est difficile de le rattraper et tu perds le côté résistance à l'âme, mais même, je veux dire, mentalement, c'est parfois difficile de raccrocher avec le groupe. Ouais, alors que quand t'es dans le groupe, ça va déjà mieux, tu t'accroches et voilà. Non, c'est la difficulté des ravitaillements, c'est qu'on peut faire des écarts. On le voit avec les gens qui ont du mal à prendre leur ravitaillement. Et surtout, la difficulté, c'est si vous loupez votre ravitaillement, après vous êtes obligé d'aller prendre le ravitaillement qui existe pour tous les coureurs. Mais là, si vous avez l'habitude de prendre votre boisson sucrée à vous, là vous avez soit de l'eau, soit une boisson de la marque du sponsor, qui est partenaire du sponsor, pas forcément testé auparavant, mais qui est pas que vous n'avez pas testé, qui peut vous flinguer le bide si elle est surdosée, c'est ça. Parce que voilà, il y a les dilutions sont importantes. Et du coup, ça peut être le risque de louper son ravitaillement. Ouais. Pour revenir sur le tri, c'est un peu, ça me rappelle justement ce fameux duel de Mark Allen et Dave Scott qui avait eu lieu à l'époque sur Ironman, où ils étaient côte à côte pendant à peu près tout l'Ironman. Et justement, si mes mémoires sont bons, il y a eu justement un des deux qui a attaqué au moment du ravito. Il y en a un qui s'est arrêté le temps de prendre un truc à boire.
Et c'est là que l'autre a accéléré et en fait, c'est là qu'il a mis l'écart. Et il est jamais revenu. Et voilà, et il est jamais revenu parce que c'est difficile, quoi. C'est vraiment ce truc, c'est au mental, hein. Parfois, il suffit que tu laisses 3 mètres avec le mec de devant et en fait, si dans ta tête tu te dis merde, j'y arriverai pas, t'es déjà dans le rouge, t'es déjà trop mal. Il suffit d'un petit truc comme ça et ça peut tout changer, quoi. Ouais, non, mais les ravitaillements sont stratégiques, hein, sur le marathon. Moi, je sais que j'ai travaillé avec un diététicien et il me disait presque le plus important à pas louper, c'est le 5 et le 10, tu vois. C'est si tu démarres avec à taper direct dans les stocks et à pas recharger tout de suite, au 35e, tu vas taper le mur. Et c'est vrai que pour le coup, des fois on voit des coureurs qui s'arrêtent pas au 5 et au 10 et qui disent bon ça va, je prendrai le 15, là j'ai bu avant de partir, mais ça peut être une erreur. Moi je sais que tous les ravitaillements je prends, il y a que le 40, le seul que je peux ne pas prendre c'est le 40, hein, parce qu'après il reste 2 km, donc le temps que le sucre fasse effet, et vous serez sous la douche. Ouais, il y a que le 40 et encore ils peuvent vous rebooster un petit peu. Si vous mettez un petit coup de fouet, si vous avez besoin de derniers coups de boost pour les 2 derniers, mais tous les ravitaillements sont importants pour moi. Ce qui est con, c'est que si t'attends le coup de boost juste pour les 2 derniers, alors qu'il reste 2,195, ce serait con de t'arrêter en voyant la ligne, quoi. C'est ça. Et mais ça, en fait, ça c'est ta stratégie pendant les compétitions, mais à l'entraînement, comment tu fais? Est-ce que tu as toujours un sparring partner, un pacer qui te suit en vélo, ou tu déposes tes bidons à des endroits stratégiques derrière des buissons où tu vas aller les chercher? Comment ça marche pour un athlète comme toi qui borne, enfin, tu l'as dit, entre 160 et 200 bornes par semaine? Moi, je te disais, je me préparais, je faisais 30-35 bornes. La question, elle se pose, c'est où est-ce que je fous ma gourde, parce que je vais pas tourner en roue autour de la maison, quoi. C'est ça. Bah, la difficulté, c'est ça. Alors, voilà, sur les séances vraiment clés, j'ai mon entraîneur qui me suit et du coup, il peut me tendre ou me poser quelque part la gourde de façon à ce que je la prenne. Quand je suis solo, bah, ça m'arrive de sortir avec les flasques de trailer et de courir avec ma petite ceinture et mes 2 flasques, surtout quand je vais préparer des marathons où il va faire chaud, comme là, par exemple, pour le mois d'août. Bah, malgré tout, quand vous allez faire une sortie, même si c'est une sortie où vous n'allez pas mettre d'allure marathon, mais ça va être une sortie en endurance de 25 km, bah, malgré tout, il est important de s'hydrater parce que comme on le disait tout à l'heure, hein, le risque de blessure et de déshydratation est important. Donc, du coup, je cours avec des petites flasques quand je suis tout seul. Et ça m'est arrivé de poser la gourde sur la voiture, de faire un circuit de 5 km et à chaque fois que je passais, je buvais ma gourde, je la reposais et je repartais parce que le coach est pas là, parce que c'est compliqué de courir à 20 km/h avec des flasques autour de la hanche et que du coup c'est la seule solution que vous avez trouvée, quoi. Après, il te reste plus qu'à trouver des partenaires parmi les bureaux de tabac enfin pas les bureaux de tabac, mais les cafés, et puis placer des cafés tous les 5 bornes sur ton parcours d'entraînement, puis à chaque fois tu passes, je vais chercher la flasque. À boire. Pour pas dire autre chose. Non, mais c'est cool, c'est intéressant de partager aussi ces bonnes solutions-là, parce que je pense que ça peut aider nos auditrices et nos auditeurs. C'est des choses auxquelles on pense pas, mais... Non, mais voilà, il y a les ceintures de trailer, ou de coureurs un peu longs avec les flasques que vous pouvez emporter, et quand c'est juste du travail d'endurance ou c'est pas tellement du travail spécifique, c'est pas gênant de courir avec ça. Moi je sais que voilà, dès que je dépasse 18, 19, 20 km/h, ça guidoline un peu dans tous les sens, ça bouge, c'est pas agréable, donc je préfère que quelqu'un me suive, mais quand c'est pas possible, c'est important. Mais c'est important, hein, l'hydratation et l'alimentation sur ces efforts de marathon et encore plus d'Ironman. Ça va être la base de votre performance, ça va être aussi la base de comment vous allez récupérer. Si vous terminez complètement rincé, déshydraté et complètement haché musculairement parce que vous avez rien pris, derrière vous allez mettre 2 mois à récupérer, et derrière c'est le risque de blessure. Donc il faut faire attention à tout ça, ouais. Tu t'hydrates aussi et tu t'alimentes sur un semi-marathon? Je m'hydrate, ouais, ça va dépendre comme je disais tout à l'heure, des conditions météo et de comment je me sens, mais je peux m'hydrater, ouais. Ouais, ça m'arrive de m'hydrater, ça m'arrive de m'arroser. J'aime bien m'arroser quand il fait un peu lourd et que je sens que je suis pas dedans, ou des fois j'ai l'impression que ça rebooste un peu, hein, de s'arroser. Et ça m'arrive, ouais, de prendre un gel au 15e, ça peut m'arriver, mais c'est plutôt rare.
Non, c'est vraiment quand les conditions sont un peu extrêmes ou que par exemple je veux m'entraîner, je suis à 4 semaines ou 3 semaines de mon marathon, je place un semi à l'allure marathon en me disant voilà, je le prends dans ma préparation. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? J'apprends aussi à prendre des ravitaillements, et dans ce cas-là, ça m'est arrivé de faire des semis où je prenais juste pour tendre le bras, prendre la gourde, boire un petit peu et puis la jeter, mais juste histoire de m'apprendre à prendre la gourde, boire, prendre mon gel pour simuler ce que je vais faire 3 semaines plus tard. C'est important. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que on le répète systématiquement, c'est tester, entraînez-vous, faites les choses à l'entraînement, et que un sportif de haut niveau comme toi le redise encore, je trouve que c'est vachement important et vachement rafraîchissant, parce que finalement, même ceux qui ont l'habitude, même ceux dont c'est le métier, c'est ce qu'ils font, ils testent tout le temps. Et surtout, ce qui est important sur le long, c'est de tout tester, c'est-à-dire qu'il faut tester ses chaussures, ses chaussettes, son débardeur, son short. Enfin, c'est pas le moment d'avoir des problèmes d'échauffement, d'ampoule, de machin, parce que la veille du marathon, vous êtes passé au village expo, vous avez vu une belle paire de chaussures rouges, vous vous dites putain, elle va aller bien avec ma tenue, vous la mettez au 10e kilomètre, vous avez des ampoules, quoi. Ça, ce sont des erreurs à ne pas faire. Le petit pansement sur le téton aussi, quand on est un peu fragile, c'est à tester avant. Ouais, voilà, non, mais il y a plein de... Il faut avoir un plan d'entraînement, mais il faut avoir aussi un plan stratégique, surtout sur les distances longues comme les Alpha Ironman ou les Ironman, c'est-à-dire avoir son matériel qui a déjà été testé, approuvé et dans lequel vous êtes bien. C'est pas 10 jours avant que vous allez vous dire avec quelles chaussures je vais courir. Non, c'est clair. Ça, c'est... Ou avec quel vélo je vais rouler, est-ce qu'il a ma taille, enfin je sais pas, mais... Maintenant que tu parles de matériel, et on va peut-être pouvoir tout doucement clôturer là-dessus. Bon, les semelles en carbone, on a eu 1 ou 2 épisodes où voilà, on discutait un petit peu de ça, pour ou contre, est-ce que ça fait vraiment la différence? Aujourd'hui, sur marathon, il n'y a plus vraiment de débat. Ou si? Ah non, pour moi, il n'y a jamais eu de débat. L'écart avec les anciennes chaussures est quand même assez... les sensations sont assez folles. La différence de chrono, pour moi, est très importante. Mais il y a l'aspect chrono. Avec des chaussures à plaque de carbone, ouais, vous allez aller plus vite, mais vous allez pas aller plus vite parce que la chaussure va vous propulser un petit peu, mais c'est surtout que il n'y a pas de la même dégradation musculaire qu'avec les anciennes chaussures. Les chaussures aujourd'hui, elles absorbent vraiment énormément les chocs et elles vous renvoient. Du coup, c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux enchaîner des semaines à 160, 170, 180 km sans me blesser, sans avoir de soucis au mollet, sans avoir de soucis au tendon d'Achille, grâce à cette nouvelle technologie de mousse et de chaussures avec ces mousses qui sont ultra épaisses et ultra absorbantes. Et pour moi, ça me permet de m'entraîner plus. Donc du coup, d'être meilleur et bien évidemment de battre mes chronos aussi, quoi. Il y a les deux volets. Il y a le côté performance où la chaussure, elle va vous aider le jour J, ça c'est une certitude. Mais aussi au quotidien, elle va vous permettre de vous entraîner plus et du coup d'être plus performant. Toi, tu ne cours plus qu'avec des chaussures comme ça, ou bien tu alternes aussi? T'as encore des chaussures classiques entre guillemets? Non, les chaussures de compétition, je les garde uniquement pour mes sorties allure spécifique marathon, donc une fois par semaine, et sur un certain volume. Par exemple, sur un volume de 180 km par semaine, je vais les utiliser 20-30 km maximum. Donc après, je garde mes chaussures classiques pour aussi garder cette qualité de pied, parce que voilà, je pense que dans l'avenir, on va vite s'en rendre compte, mais ces chaussures à plaque de carbone et cette mousse ultra absorbante, elles ont tendance à rendre le pied un petit peu feignant, c'est-à-dire que c'est plus à vous à attaquer plante de pied, à propulser, parce que la plaque de carbone, elle vous propulse naturellement, et plus vous allez plier la mousse, plus vous allez avoir un impact un peu fort au sol, plus ça va vous propulser. Donc en gros, des gens qui n'avaient pas de pied, qui n'avaient pas de qualité de foulée, se sont retrouvés à pouvoir parfait et à pouvoir avoir la même ressenti qu'un coureur qui était obligé d'attaquer plante de pied et tout ça. Et c'est vrai que quelque part, le pied devient un peu feignant, et donc c'est pour ça que j'aime garder mes chaussures classiques pour continuer à entraîner mon pied et pour pas m'y habituer aussi, et que quand je les mets, je me dis putain ouais, la diff là, piouf, ça. Pour moi, je pense que sur marathon, elles m'ont permis de gagner 2 minutes
2 minutes 30 au marathon. Hein. J'estime à 3 secondes au kilo le gain, donc ça fait 120 secondes sur 42 km, donc 2 minutes de gain pour ma part. Moi, je le perçois un peu comme ça par rapport aux perfs que je peux faire quand je les mets pas et quand je les mets, quoi. Ouais, c'est assez énorme. Et je te rejoins complètement sur le côté habituel, le pied. On a eu Blaise Dubois, la clinique du coureur, par exemple, l'année passée, qui était sur le podcast. Et clairement, il y a eu un peu cette tendance au minimalisme. Et je pense pas que aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des chaussures qui sont maximalistes et qui performent, ça veut pas dire que toute la philosophie du minimalisme est à mettre à la poubelle. Pas du tout. Pour moi, le minimalisme, ça reste un truc qui est hyper vrai. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les Kenyans qui courent pieds nus, c'est pas pour rien non plus. Oui. Non, mais ouais, complètement. Donc voilà, et ça reste finalement le plus sain pour le coureur et pour le pied du coureur. Maintenant, effectivement, qu'on ait des technologies qui nous permettent de performer davantage, c'est une chose, mais ne pas oublier finalement la mécanique humaine et la mécanique du corps et du pied. Et voilà, et c'est effectivement, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit, quoi. Ouais, non, mais complètement, t'as raison. Ouais, il faut les utiliser avec parcimonie. C'est comme toutes les choses, c'est à utiliser que de temps en temps. Et moi, c'est comme ça que je le fais, ouais. Parce qu'il y a un peu cette tendance aujourd'hui, et voilà, enfin, typiquement, je sais pas, je dis la Vaporfly pour Nike, mais voilà, mais de manière générale, ce type de chaussures-là, les gens ont tendance à, comme les pros l'utilisent sur marathon, que c'est les meilleurs, du coup, il faut l'utiliser, et ils l'utilisent tout le temps. Ils l'utilisent plus que ça. Et voilà, et je pense qu'au même titre que la plupart des chaussures de running, qu'on a vu dans les dernières années, et qui étaient de plus en plus maximalistes avec de plus en plus d'amortis, etc. Ça a aussi engendré de plus en plus de blessures d'une certaine manière, ou en tout cas des blessures qu'on voyait pas forcément auparavant. Donc ouais, c'est. Non, mais on le voit, ces chaussures-là, donc les chaussures à plaque de carbone, elles ont tendance à être assez légères, avec une mousse ultra haute, et on sent qu'il y a un manque de maintien malgré tout, hein. Le pied, quand vous regardez les images des coureurs, on voit que le pied il s'affaisse quand même, la chaussure elle s'écrase parce que la mousse elle absorbe et elle renvoie, mais il y a une espèce d'écrasement, et du coup c'est pas une chaussure du quotidien, c'est pas une chaussure pour aller faire un footing à 11 km/h sur un chemin, en plus ça sert à rien. Mais bon, et voilà, j'ai été c'est con, mais j'ai fait un 10 km récemment. En fait, c'était ils annonçaient ça comme juste un 10 km, mais en fait la moitié c'était dans des chemins de terre, donc c'était moitié trail. Ouais. Et je suis désolé, il y a un petit peu de bruit à l'extérieur. La moitié c'était du trail, et pourtant tu regardais les mecs sur le podium, ils avaient tous les chaussures, et tu te dis est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que ça se justifie? Bon, voilà. Ouais, non, clairement. Ok, on a fait un beau tour là. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. Il y a certainement plein de choses dont on n'a pas parlé, mais Yoann, tu penses à quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Non, moi voilà, je pense qu'on a parlé des choses, enfin un peu de tout, ouais. Donc il y a pas de sujet particulier que je voulais aborder. Alors moi j'avais une question, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Normalement on pose la question à nos invités, quelle est pour toi la meilleure façon de devenir triathlète? Alors pour toi on va la tweaker un peu, et du coup la question ce serait comment devenir marathonien? Je pense que comme pour devenir triathlète, pour devenir marathonien, il faut avoir l'ambition et la motivation pour le faire, c'est-à-dire que c'est un véritable défi. Le marathon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une distance assez mythique, et c'est quelque chose que si vous vous projetez et si vous vous lancez là-dedans, il faudra faire les choses de façon intelligente, faudra s'y préparer, et malgré tout, vous verrez que quand vous passerez la ligne d'arrivée d'un marathon, la sensation qu'on a quand on passe pour la première fois la ligne d'arrivée d'un marathon, et même de la plupart des marathons, c'est une fierté personnelle quand on passe cette putain de ligne, tellement l'effort, tellement on sait, vous remémorez les 4 mois de galère, d'entraînement, de difficultés, vous êtes lancé ce défi-là, au 20e vous étiez cuit, au 30e vous étiez rincé, et vous passez la ligne au 42, et quelque part il y a cette sensation d'aventure, au bout de l'effort, aller au bout, et ça c'est quelque chose qui est propre au marathon, j'ai l'impression, et certainement aux distances longues,
et ça sera pareil pour le triathlon. C'est aller au bout de votre défi, lancez-vous ce défi-là et allez au bout et vous verrez que c'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois sur les longues distances. Finalement, peu importe la discipline. Et effectivement, t'as tellement de... Non, mais combien de personnes pleurent? J'ai jamais vu autant de personnes pleurer après alors qu'ils sont censés être contents, les gars. Sur piste, j'ai jamais vu des mecs pleurer. Non, mais c'est vrai, c'est émotionnellement aussi, c'est un truc... parce que c'est la souffrance de ta course en tant que telle, parce que tu viens de faire un effort qui est quand même assez impressionnant, mais aussi c'est tous les sacrifices que tu as fait, quoi, tu vois, parce que tu as la prépa derrière. Non, comme mais tu disais, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans que tu prépares ça. Et donc forcément, c'est un moment magique, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui pleure à l'arrivée d'un marathon, souvent les premiers, sauf ceux qui n'ont pas été aussi intelligents que toi, qui ont fait la connerie de pas s'hydrater et qui finissent complètement déshydratés, qui n'ont plus une larme à pleurer. Non, mais plus sérieusement, j'ai une dernière question pour toi, Johan. Si on veut continuer à te suivre, si on veut échanger encore un petit peu avec toi, si on veut suivre tes prouesses, où est-ce que ça se passe? Sur mes réseaux sociaux, donc j'ai un compte Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, je vais bientôt un site internet en ligne avec certainement plein de projets. Je vais passer mes diplômes pour devenir entraîneur. J'ai l'ambition d'organiser des stages d'entraînement et de perfectionnement où les gens pourront venir pendant quelques jours et je pourrais donner des conseils. Non, en France, sur Bergerac et sur le bassin d'Arcachon certainement, ou même sur Font-Romeu dans les Pyrénées. Voilà, c'est ça, c'est des coins sympas, mais peut-être pourquoi pas s'exporter ensuite au Kenya. Alors, en tout cas, moi tu m'as donné envie. Hein. Moi là, le Kenya, je t'avoue que là tu m'as bien vendu le truc. Là, Kenya. Faudra que tu me files tes contacts là, à l'occasion, ça m'a donné envie. Ça m'a bien chauffé. Ça marche. Voilà. Et donc sur les réseaux sociaux, Johan Durand et voilà, j'anime aussi un podcast avec RMC sur lequel j'essaye de donner quelques conseils pour le running. Mais voilà, l'ambition c'est de partager un peu mon expérience en tant que coureur de haut niveau. J'aime bien ça, donc c'est pour ça que j'ai accepté également de participer à votre joli podcast pour partager mon expérience et donner quelques conseils à ceux qui veulent devenir triathlète ou marathonien. On va suivre ton parcours jusqu'à Paris 2024 et puis ta transition sur le triathlon aussi. Merci, ouais. Et puis mon petit doigt me dit que tu as aussi répondu à quelques questions à Kylian Tanguy qui fait aussi partie de l'équipe Devenir Triathlète. Donc c'est ça, on lui fait un petit peu pareillement, ouais, que j'ai rencontré à Font-Romeu. Ouais, puisque lui était basé à Font-Romeu jusqu'à pas longtemps. Écoute, Johan, merci beaucoup pour ton retour. Merci beaucoup pour ton partage, pour tous ces bons tuyaux que tu nous as donnés aussi, parce que on peut prendre des bons tuyaux aussi, même chez les meilleurs, pour nous qui sommes que des amateurs. On te souhaite effectivement bonne continuation. Et puis, bon courage pour Paris 2024. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.